Bien, bonjour à toutes et à tous. Sur cette pause de midi, sur ces 15 prochaines minutes, j'aurais voulu vous parler un petit peu de magie. La magie de la 3D. C'est une magie qui permet d'ouvrir des fenêtres vers des mondes virtuels où vivent des dragons. C'est une magie qui permet de design et de visualiser une ville en 3D pour peut-être demain la réaliser dans la réalité. C'est aussi une magie qui permet de comprendre, d'analyser un cœur encore battant sans avoir recours à la chirurgie. Mais comme toutes les illusions, cette dernière est basée sur une interprétation erronée de données sensorielles qui nous donne ce sentiment, cette impression de réalité. Et aujourd'hui, l'idée va être de déconstruire, d'essayer de comprendre comment cette dernière fonctionne. Je m'appelle Thomas Guibert, je suis développeur .NET JavaScript, rien à voir avec la 3D, mais je vais revenir. Je suis actuellement consultant chez Shodo, une ESN qui cherche à redonner du sens au salariat. J'aimerais bien vous en parler beaucoup plus, mais en 15 minutes, ça va être très très court. Donc je vous invite à venir visiter notre site internet et surtout voir un peu notre modèle social, comment cette ESN Shodo fonctionne. Donc avant de commencer cette formidable expérience chez Shodo, j'ai travaillé pendant 3 ans chez Dassault Systèmes en tant que prestidigitateur, où j'ai modélisé les villes de Rennes et de Singapour avec notre équipe. Donc assez parlé de moi et revenons un peu sur notre scène de départ et arrêtons-nous sur une des frames de cette vidéo. Nous avons ici une scène 3D. Cette dernière est composée de modèles 3D, des meshes. Elle est illuminée, il y a des textures qui sont appliquées sur ces différents modèles 3D et c'est tous ces éléments qui vont donner vie à la scène que nous avons en face de nous. Cette scène donc est composée d'objets 3D, des meshes. Ces meshes sont en fait des triangles qui évoluent dans la 3D. Ces triangles, mis bout à bout, vont former une coque qui vont nous donner notre modèle 3D. Je vais rien vous apprendre en vous disant qu'un triangle, c'est 3 sommets. Jusque-là, ça va. Qu'on peut relier ces 3 triangles, ça donne du coup un triangle. Un triangle dans la 3D. Si je rajoute de nouveaux sommets, donc des vertex en anglais, je vais pouvoir, en fonction de l'ordre dans lequel je vais relier ces différents triangles, ces différents vertex, former de nouveaux triangles. Là, dans l'animation, je ne l'ai pas spécifié, mais le vertex 1 pourrait être relié avec le vertex 3, et ça nous aurait fait, avec simplement 2 sommets supplémentaires, 3 triangles. Jusque-là, ça va. Encore une fois, là c'est de la 2D, il faut imaginer que ça pourrait être en 3D. Ici, j'ai sélectionné un triangle sur ce mesh, ainsi qu'un vertex en particulier, le vertex numéro 4801. Comme je vous disais, ces vertex, ces sommets, ils sont dans la 3D. Nous avons ici une liste de tous les vertex de ce modèle 3D, de ce mesh. Il y en a 4823, et le 4801 est en position 1, 76, 1308, 308, on s'en fout. L'idée, c'est que, ce que je voulais montrer ici, c'est qu'on pense bien que c'est pas quelqu'un qui, avec son éditeur de texte, a tout tapé à la main, toutes ces coordonnées 3D. C'est plutôt des graphistes qui ont utilisé des outils tels que Maya, Blender, pour les modéliser, exporter ces différents fichiers, ces différents modèles 3D dans des fichiers tels que des points OBJ, des points Collada plutôt dans l'industrie, et ces différents fichiers vont ensuite être importés dans nos programmes 3D, OpenGL, DirectX, ou encore du Unity, de l'Unreal, pour créer les scènes que nous avons vues précédemment. Ces différents objets 3D, ils sont modélisés dans ce qui s'appelle l'espace objet. C'est-à-dire qu'il y a un référentiel, un point 000, à partir desquels on place nos différents sommets dans la scène. Le problème arrive lorsqu'on essaye de rajouter un deuxième objet. Si un graphiste est en train de modéliser cette tête de bateau, tandis qu'un autre est en train de dessiner, de modéliser cette sculpture, et que les deux partagent ce même référentiel 0,0, cet unique même référentiel 0,0, alors les modèles 3D risquent de se chevaucher. On pourrait essayer, il faut que j'aille plus vite, de tweaker un petit peu en disant c'est pas grave, on sait qu'il y a tant d'objets et on les déplace comme on veut. C'est un peu compliqué, c'est pas comme ça que ça se passe dans l'industrie. Ce qui se passe en réalité, c'est qu'on va définir un nouvel espace, l'espace monde, où il y a un référentiel commun pour ces différents objets par rapport auxquels ils pourront être référencés. Donc on a nos objets qui ont été modélisés par les designers dans leur objet 3, dans l'espace objet, qui passent ensuite dans l'espace monde. Pour passer de l'espace objet à l'espace monde, c'est pas très compliqué, il suffit de multiplier les vertex de l'espace objet par une matrice qui va faire passer de l'espace objet à l'espace monde. Cette matrice va pouvoir faire des translations, des rotations, des mises à l'échelle en fonction du besoin. À partir de tout cela, nous avons nos deux objets qui peuvent évoluer dans l'espace 3D, très bien, mais ce qui se passe à l'écran, c'est ce qui est vu par une caméra, depuis un certain point de vue. Ici, l'idée va être de projeter ce qui est vu dans l'espace 3D sur ce plan 2D qui sera affiché à notre écran. C'est dans cette étape-là que l'on va faire apparaître des process de perspective, où les éléments qui seront plus au fond seront plus petits,
que ceux qui sont devant. Il y aura aussi des étapes d'optimisation où les éléments qui ne sont pas vus par la caméra ne seront pas calculés, ne seront pas dessinés. Nous avons ainsi vu que les objets 3D étaient designés dans l'espace de l'objet, transposés dans l'espace monde, pour ensuite être projetés dans l'espace caméra. L'étape suivante consiste à normaliser ce qui est vu par la caméra, c'est-à-dire le définir, non plus dans un espace infini, mais plutôt, enfin toujours dans un espace infini, mais compris entre -1 et 1. Cette étape-là va être importante pour pouvoir afficher ce qui est vu par la caméra sur différents support, que ce soit notre écran de téléphone portable qui a une certaine résolution, ou sur notre écran 8K ou 4K, la résolution est différente, il est important de normaliser ce qui est vu par la caméra. Jusque-là, on est toujours dans l'espace de la 3D. Ce qu'on va vouloir faire, c'est passer sur l'espace de la 2D, ce qui est notre écran. Cette étape-là s'appelle la rastérisation. Cette étape de rastérisation consiste à discrétiser l'image. Nous avons en face de nous un monde 3D avec une précision infinie, et nous voulons définir cet espace 3D sur un monde fini qui est notre grille de pixels à l'écran. Il va donc falloir faire en sorte d'indiquer que tel pixel doit être allumé tandis que d'autres non. Alors il y a plein d'algorithmes de rastérisation, je ne rentrerai pas dans les détails là-dessus. L'impact de cette rastérisation, c'est qu'il y a ce genre d'effet d'aliasing que vous avez déjà probablement vu, qui est inhérent à la façon dont finalement nous sommes obligés de rendre les images. Nous arrivons sur un espace fini, celui de notre grille de pixels. Alors aujourd'hui, avec nos écrans 4K, 8K, ainsi que la capacité de nos cartes graphiques à faire du post-process, cet aliasing est de plus en plus invisible. Donc là, pour avoir cette vision-là, j'ai dû zoomer à fond, virer tous les effets de post-traitement, c'était voilà, c'était pas direct. Toutes ces transformations que je vous ai présentées sont réalisées par des shaders. C'est des genres de programmes en C qui travaillent en parallèle pour faire toutes ces transformations sur notre GPU, sur les différents cœurs de notre GPU. Ces shaders prennent en entrée les vertex que je vous ai présentés de l'espace objet, et vont faire toutes les transformations que l'on a vues pour aller jusqu'à l'espace normalisé, homogène, l'espace homogène normalisé. Pour le moment, nous sommes toujours dans un monde 3D. Passe ensuite la partie rastérisation, gérée par notre carte graphique, qui va permettre de mapper que tel vertex correspond à tel pixel, correspondra à tel pixel sur notre écran. Enfin, le deuxième shader, le pixel shader, s'occupe lui d'indiquer, d'informer que tel pixel devra prendre telle ou telle couleur. Donc pour le moment, sur notre scène, nous avons ça. Des objets 3D qui peuvent cohabiter ensemble dans une seule scène. Ils ne sont pas texturés, ils n'ont pas de couleur, c'est juste simplement, on est en mesure d'afficher, enfin de concevoir que des objets apparaissent à l'écran. Jusqu'ici, je vous ai dit qu'un vertex était simplement une position dans la 3D. En réalité, pour faire du rendu plus poussé, on attache plein de choses sur ces vertex. Donc ici, dans l'exemple, il y a de la normale, de la tangente, de la binormale, des textures de coordonnées. Toutes ces informations vont servir ensuite à spécifier le type de rendu que l'on va vouloir avoir sur nos modèles 3D. Par exemple, pour la couleur. Nous avons donc par exemple ici un vertex, dont les trois premiers composants sont les coordonnées 3D, puis ensuite on attache à ces vertex les informations de couleur. Le vertex 1 va prendre la couleur verte, tandis que le vertex 2 sera rouge. Donc on va savoir que le pixel qui se trouve ici pour le vertex 1 sera vert et au-dessus rouge. Mais qu'est-ce qui se passe pour tous les pixels qui sont entre ces deux vertex? Il y a une interpolation qui est réalisée par notre carte graphique qui va pouvoir indiquer que entre ces deux, le pixel qui est exactement entre les deux pixels qui sont représentés par le vertex 1 et 2 sera jaune. De la même façon que l'on peut attacher des couleurs à nos vertex, on peut aussi attacher des coordonnées de texture. Ces textures sont elles aussi réalisées par des graphistes ou différents outils tels que Photoshop par exemple, et ensuite chargées sur notre carte graphique, et c'est en partie grâce ou à cause de ces textures qui peuvent aller jusqu'à plusieurs gigas de données quand elles sont réalisées en format 4K, qu'on a besoin aujourd'hui de cartes graphiques qui sont relativement puissantes. Donc sur ces coordonnées de texture, on va pouvoir faire un mapping entre le vertex 1 qui va avoir comme coordonnées de texture le point 0, 0, le vertex 2 coordonnées 0,5, 0,75, et de la même façon, grâce à cette interpolation, faire un mapping entre notre image et le modèle texturé. Donc pour le moment, nous sommes contents, nous avons une image noire.
des objets 3D qui peuvent évoluer ensemble, ils sont beaux, ils sont décorés, avec des textures, des couleurs, mais on n'a toujours pas de lumière. Ce qu'on souhaiterait, c'est allumer la lumière pour avoir une scène comme celle-ci. La scène à ce moment-là n'est pas encore terminée, il manque plein d'effets de post-process, l'eau, ce genre de choses, mais on va vouloir allumer la lumière. Cette lumière, elle est en 3 composantes. Il y a la partie qu'on va pouvoir appeler la lumière ambiante, qui va être quelque part la couleur de base de l'objet. On pourrait dire que si le noir absolu n'existe pas, si on se balade la nuit, il y a toujours au moins une source de lumière qui est les étoiles, la lune, qui vont éclairer nos objets, et donc ce sera la couleur de base de l'objet. Un autre composant de la lumière, c'est la lumière diffuse. Pour calculer cette dernière, on va rajouter un vecteur de normal à chacun de nos vertex. Ce vecteur de normal, c'est un vecteur qui va être perpendiculaire à la face de notre triangle, et on va pouvoir savoir que si ce vecteur de normal va dans le sens inverse de la direction de la lumière, alors ça veut dire que la face est éclairée, alors que si elles vont dans le même sens, ça veut dire que la face tourne le dos à la lumière, et que du coup, elle sera dans le noir. Le troisième type de lumière, c'est la lumière spéculaire. Cette dernière va dépendre en fait du type de matériau qu'on va vouloir rendre. Sur une table en bois, par exemple, la spécularité sera un petit peu moins importante, alors que sur une table en métal, on va vouloir forcer un peu plus cette spécularité. Pour calculer cette dernière, on va rajouter un nouveau vecteur à notre vertex, qui est le vecteur de réflexion. Enfin, tous ces composants de lumière mis ensemble forment notre lumière finale. Grâce à tout cela, il est possible de créer finalement des matériaux, d'avoir des textures qui sont appliquées des objets 3D, et finalement éclairés, pour donner le résultat final. Ici, jusqu'ici, je vous disais qu'on attachait à des vertex des informations telles que la couleur. Dans la pratique, on va plutôt passer presque systématiquement par des coordonnées de texture. Donc on aura une texture de diffuse, comme on a ici, qui sera envoyée à notre carte graphique, et plutôt que d'indiquer que le vertex 1 doit prendre la couleur marron ou quelque chose, on a un graphiste qui nous a fait cette belle texture que l'on a pu mapper. Chose rigolote, entre guillemets, les images de normal, de se dire qu'il est possible de faire des images qui ont des composants RGB, et que ce RGB peut facilement être transformé en XYZ, pour dire avoir une image de normal qui aura des tons plutôt bleus à un petit peu vert, et dire que voilà, sur ce RGB, en fait, chaque couleur correspond à un vecteur de normal qui sera attaché par la suite à nos vertex. Et je suis dans les temps parce que, pour conclure, nous avons donc vu que notre programme 3D pouvait envoyer des modèles 3D à notre carte graphique, des vertex qui composaient nos modèles 3D, que ces derniers, au niveau de notre GPU, étaient transformés par un premier shader, que notre carte graphique s'occupait de faire passer de ce monde 3D au monde de la 2D via la rasterisation, et que le pixel shader s'occupait, lui, de donner la couleur de chacun de ces pixels grâce aux différents assets, différentes informations qu'on avait données, telles que des textures. Le résultat nous donne, finalement, l'image que nous avions au début. Donc comme vous avez vu, je ne suis pas un très bon magicien, je vous ai donné un petit peu les secrets du rendu de la 3D. Maintenant, est-ce que c'est vraiment ce type de rendu qui est utilisé pour faire les jeux AAA qui sortent aujourd'hui ? À une époque où on parle beaucoup de photoréalisme, est-ce que c'est vraiment ce type de rendu qui sont utilisés pour faire du cinéma ou ce genre de choses? Donc je vous ai laissé quelques références ici, vous pouvez scanner le QR code pour retrouver cette présentation, quelques références si vous voulez approfondir le sujet, ainsi que les références qui m'ont permis de créer cette conférence. Enfin, je vous laisse avec une petite animation des différentes passes de rendu qui ont permis de passer de rien à l'image que l'on a à la fin. Il reste 45 secondes. Merci pour votre attention. Il y a, dans les sources, il y a l'outil, je ne me rappelle plus du nom, qui permet de catcher une frame d'un jeu ou quoi que ce soit, et d'aller regarder, de s'amuser quels sont les assets qui ont été utilisés, les modèles 3D qui sont dedans, et d'aller bidouiller dedans si on a envie de s'amuser. Voilà. Des questions s'il reste... Ok, bon.
Ok. Bon. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je reste à disposition. Merci à vous.